la police judiciaire. Donc Stéphanie, vous avez la parole. Merci Christophe Soulez et merci à Valérie Maldonado pour ces mots introductifs. Bonjour à tous. Alors c'est vrai que c'est un exercice un peu particulier parce qu'on ne voit pas le public, donc on ne sait pas combien de personnes sont effectivement présentes. Bon, mais c'est un exercice intéressant. Et puis on a pas mal écrit, vous l'avez rappelé durant le confinement sur les conséquences du Covid sur le trafic de stupéfiants. Ça a été, je dirais, un premier galop d'essai pour l'OFAST pour je dirais mettre en œuvre ces capacités d'analyse et puis et de renseignement de manière à pouvoir, je dirais, élaborer des notes stratégiques. Alors, durant le confinement, comme la population, je dirais les trafiquants se sont également confinés, du moins dans un premier temps, puisque il y a eu l'effet de sidération qui a été provoqué par les annonces du gouvernement avec les limitations d'aller et de venir pour l'ensemble de la population. Et grosso modo, on a observé 4 phases. La première phase, donc, qui a démarré le 16 septembre, c'est celle qui correspond à la désorganisation des trafics, avec une rupture quasi immédiate des approvisionnements. Je pense notamment au trafic de cannabis où le vecteur routier est à 90%, enfin, est le vecteur principal, pour ne pas dire unique, d'approvisionnement en cannabis depuis le Maroc et via l'Espagne. Donc, une rupture de ces approvisionnements avec des stocks estimés à 10 jours, donc on est presque sur du flux tendu. Et donc, un arrêt également du trafic aérien pour le transport de la cocaïne via le système des mules, les systèmes des passeurs depuis notamment la Guyane. Et donc, le territoire a été, dans un premier temps, privé d'arrivée de produits. Alors, certains avaient anticipé la crise puisque quelques jours avant le confinement, des services territoriaux nous avaient signalé je dirais des files d'attente sur les points de deal avec des clients qui venaient s'approvisionner massivement de manière à anticiper le confinement. Alors, des difficultés ont été identifiées très rapidement également pour le fonctionnement des points de vente, puisque vous pouvez l'imaginer, tout rassemblement sur la voie publique ou tout regroupement de personnes sur la voie publique ou à proximité de la voie publique attirait nécessairement l'attention des forces de l'ordre qui opéraient les contrôles. Donc, il a fallu pour eux jouer davantage de discrétion. Ce qu'on a mis en place, ce qu'on a décidé de mettre en place au niveau de l'OFAST et avec l'ensemble de nos partenaires, puisqu'on ne peut pas travailler seul sur ces sujets-là, je pense notamment à la douane, c'est une véritable stratégie d'entrave de manière à limiter l'arrivée de produits sur le territoire, puisqu'on avait un quasi-arrêt de la circulation des personnes et notamment des passages frontières avec des fermetures de frontières. Mais une poursuite de l'approvisionnement des marchandises, c'est-à-dire que les containers ont continué à arriver dans les ports français, bien sûr au Havre, Marseille, Fos-sur-Mer, et donc par définition, la marchandise pouvait également continuer à arriver. Ça, c'est la première phase sur la désorganisation du trafic. La deuxième phase, c'est tout de suite les trafiquants, les revendeurs, les consommateurs s'adaptent aux nouvelles contraintes et mettent en place une stratégie de contournement grâce à une ingéniosité qui les caractérise. Donc, on a constaté un recours assez important aux réseaux sociaux. Je pense à Snapchat, à WhatsApp pour des commandes et des livraisons, avec la mise en place de livraisons à domicile, de systèmes de drive. On a parlé d'ubérisation du trafic, on en a pas mal parlé durant la crise. Un développement de la culture indoor. Alors, ce n'est pas un phénomène qui est exclusivement lié à la crise du Covid. Néanmoins, cette culture indoor se développe depuis environ 2 ans sur le territoire français avec un accroissement du nombre de pieds de cannabis saisis à l'occasion d'affaires. Alors, on n'est pas sur des quantités de 1 à 10 pieds de cannabis, mais bien sur des saisies majeures de 500 à 1000 pieds de cannabis. On parle de cannabis factory pour ces cultures. Et donc, des saisies importantes ont été réalisées durant le confinement. La troisième phase, je vous ai dit, on avait un stock
environ évalué à 10 jours de produits. La troisième phase, c'est celle de la pénurie, avec l'apparition de phénomènes de violence. On a mesuré une augmentation de la violence d'environ 20%. Alors, violence avec une logique de conquête des territoires, de conquête des points de deal, de prise de pouvoir sur certains points de vente. Et c'était le cas dans de nombreuses villes de province. Je pense à Rennes, à Strasbourg, à Perpignan et à Bordeaux, où on a eu beaucoup de tentatives d'homicide volontaire. Et puis, l'effet corrélatif, c'est aussi l'augmentation du prix des produits, puisqu'on était en situation de pénurie. Donc, les prix des produits ont augmenté entre 40 et 60%, tout type de produits confondus, avec des différences d'évolution quand même en zone frontière, puisqu'on a constaté dans la région de Perpignan ou dans le nord de la France, du côté de Lille, des augmentations moins importantes. C'était lié bien sûr au caractère frontalier, avec la possibilité d'aller s'approvisionner plus facilement en Espagne ou aux Pays-Bas, puisque les Pays-Bas avaient davantage de stock que la France et que du produit continuait à arriver par ce biais-là. La quatrième phase, c'est la reprise du trafic juste avant le déconfinement, juste avant le 11 mai, avec des saisies majeures qui ont été réalisées, alors beaucoup par les services de la douane, également par des services de police, avec beaucoup d'herbes de cannabis. On a constaté des saisies importantes sur des quantités d'herbes de cannabis, alors souvent transportées dans des ensembles routiers en provenance d'Espagne. Et puis depuis la fin du confinement, je dirais que les trafics ont repris leurs droits. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les grandes étapes, les grandes étapes du trafic durant le confinement. D'accord. Et alors, est-ce qu'on sait si ces évolutions donc, sont plutôt liées je dirais, à la structuration du marché français, ou par exemple, est-ce que voilà, ça a vraiment un impact, enfin, c'est lié aussi à tout ce qui est, je dirais, économie mondiale sur le trafic, qui a aussi été impacté. Par là, c'est que voilà, est-ce que ces évolutions, c'est typique français, ou est-ce que véritablement c'est lié à toutes les conséquences qu'il y a pu avoir dans toutes les zones de rebond ou d'approvisionnement ou de production, je dirais plutôt, dans le monde entier? Là, on a de toute façon ressenti l'impact du confinement dans les autres pays. C'est-à-dire que vous avez la Colombie à un moment donné qui s'est confinée. Pour autant, vous n'avez pas eu un stop complet du transport de marchandises. Donc, les containers ont continué à partir et ont continué à irriguer les ports européens, les ports français. Mais vous avez eu un mouvement global, comme vous avez eu pour l'économie, vous avez eu un mouvement global de ralentissement très, très important des trafics de stupéfiants. Alors, pour la France, on l'évalue à environ 30%. Alors, vous allez me dire, mais ce chiffre, d'où est-ce que vous le sortez? Je dirais, c'est une évaluation. On ne peut pas être très précis et avec aussi peu de recul, surtout, sur ce chiffre-là. Néanmoins, on constate une baisse importante des saisies de produits réalisées, une baisse importante du nombre de mises en cause. Et là, ce sont des faits, c'est factuel, ce sont des chiffres qui sont parfaitement stables. Nombre de mises en cause, nombre d'affaires élucidées. Et puis ensuite, vous avez le ressenti dans les territoires, avec ce que nos antennes dans les territoires ont pu mesurer, avec l'analyse qu'elles ont pu produire dans chacune des 11 antennes. Non, c'est bon. C'est moi qui n'avais pas mis le micro. Faut que je m'habitue. Et vous avez dit tout à l'heure que ça avait impacté les prix à la vente. Et donc, là aussi, comment, en fonction des différents types de produits, je dirais quelle a été l'évolution à la hausse des produits donc, sur le marché? Alors, tous les produits ont été impactés. Vous avez grosso modo entre une hausse de 40 à 60% du prix des produits, tous produits confondus. Il y a eu de fortes hausses sur le cannabis, mais ces hausses ont été moins mesurées en zone frontière. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que à Perpignan, enfin dans le secteur de Perpignan par exemple, les trafiquants ont pu continuer à utiliser la zone frontalière pour passer via des chemins
qui n'étaient pas les routes principales, qui faisaient l'objet de moins de contrôles. Et donc, on a constaté que dans ces secteurs-là, les prix avaient moins augmenté que sur un secteur comme celui de Lyon, par exemple. De la même manière, Lille a été moins impactée par la hausse en raison de sa proximité avec les Pays-Bas que d'autres régions de France. Alors, on a pu le constater de manière très objective sur les messages Snapchat qui étaient envoyés, notamment aux consommateurs, avec le prix des produits et la résine de cannabis est parfois montée à des prix très très élevés. D'accord. Alors, une question juste avant de donner la parole à Thierry qui vient de nous rejoindre. Donc, une question d'un auditeur, on va dire. Comment les stocks de produits ont-ils été reconstitués lors du confinement, sachant que le trafic routier était quasi nul? Alors, les stocks n'ont pas été reconstitués durant le confinement. Alors déjà, vous aviez, parce que la pénurie a été réelle au bout de la 3e, 4e semaine, enfin, c'est la 3e phase dont je vous parlais tout à l'heure, et on met en corrélation à la fois l'augmentation des prix et cette logique de conquête des territoires avec une augmentation très, très importante des violences. Déjà, du produit continuer à rentrer sur le territoire. Il ne faut pas être… voilà, vous aviez quand même du fret routier qui circulait, notamment entre la France et l'Espagne. Je pense à du transport frigorifique, de l'alimentaire, puisque la consigne était aussi de ne pas fermer les frontières sur ces… pour approvisionner, je dirais, nos supermarchés. Et donc, ce sont des vecteurs qui pouvaient être utilisés. On a eu des informations en ce sens. Les services de la douane ont fait des saisies. Vous avez eu des saisies importantes également réalisées dans les ports. Je pense à une saisie au port de Fos-sur-Mer. Vous en avez eu également au Havre. Là, on est sur de la cocaïne. Donc, vous aviez toujours du produit qui entrait sur le territoire, sauf qu'il entrait en moins grande quantité qu'il n'entrait par le passé. D'accord. Thierry, bienvenue parmi nous. Il a été, je ne sais pas si vous avez suivi depuis le début, mais donc voilà, il a fait un petit état des lieux sur l'impact de la crise donc sur le trafic avec différentes périodes donc, au cours de cette crise sanitaire. Compte tenu de vos connaissances justement dans le milieu du crime organisé, compte tenu aussi de ce que vous avez pu voir, lire, observer aussi à l'étranger durant cette crise, quelle est votre vision un peu de ce marché criminel au regard de la crise qu'on a pu connaître durant ces 2 derniers mois? Écoutez, d'abord, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Écoutez, ce qui m'a beaucoup intéressé et intrigué, c'était de savoir justement comment les réseaux, les trafiquants, les groupes criminels ou ce que moi j'appelle les firmes trafiquantes essaient justement de s'adapter à une situation qui, il faut-il le rappeler, est totalement inédite. C'est-à-dire que c'est quand même la première fois qu'on se retrouve avec des contraintes très fortes par rapport aux structures du marché. Bon, je vais rappeler quand même, ça me paraît assez évident. La première, ce n'est pas une fermeture des frontières comme on le dit souvent, c'est une restriction des échanges commerciaux, ce qui est totalement différent. J'y reviendrai. La deuxième, c'est évidemment le confinement des usagers, c'est-à-dire que là où habituellement les usagers pouvaient sortir, aller dans des points de vente éventuellement ou dans des soirées festives, et bien là c'était terminé. Donc il fallait rester à la maison ou dans un rayon de 1 km. Ou alors prendre le risque de choper une amende. Enfin, la fermeture des espaces festifs. Et enfin, et ça c'est très important, c'est l'incertitude qu'il y ait à la durée du confinement. C'est-à-dire qu'au départ, on ne sait pas du tout pour combien de temps on va partir. Là, je parle du point de vue des trafiquants et des usagers. Est-ce que ça va durer 15 jours? Est-ce que ça va durer 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines? Et évidemment, ça pose des problèmes de logistique à la fois pour s'approvisionner en produits et de fait pour adapter les stratégies en question. Ce qui est intéressant à observer, c'est qu'effectivement, on a vu aussi dans ce moment-là, qui a été un moment de répit, on va dire, puisqu'on a eu tout le temps de l'observer, c'est de voir que tout de suite, les trafiquants ont su s'adapter. Je pense qu'on ne prend pas la mesure
justement des stratégies qui sont développées par ces groupes qui sont au demeurant très structurés, très organisés. Et il ne faut pas oublier que lorsque déjà en janvier, se profilait déjà la pandémie, il faut d'abord imaginer que ces gens-là ont fait du stock. Parce qu'ils sont comme n'importe quel commerçant, ils se doutent qu'à un moment donné, il va y avoir peut-être un problème, donc il faut faire du stock. Et il faut aussi, même si les services de renseignement peuvent fournir quelques rapports détaillés sur le sujet, il faut savoir qu'on ne sait pas en France quel est aujourd'hui le stock, en tout cas le niveau de stock des trafiquants. Parce qu'il y a le commerce de gros, il y a le demi-gros, il y a le détail, il y a des filières par produit, multiproduits, il y a des filières et des trafics aussi annexes et connexes. Donc, tout cela, quand même, révèle tout un ensemble qui pourrait être perçu comme assez désorganisé, mais qui en réalité est fortement organisé. Pour preuve, c'est on peut voir aujourd'hui que post-confinement, bien les choses sont à peu près comme avant, puisque rien n'a été, à mon avis, et je crois que c'est l'avis partagé par ce que j'ai pu rencontrer, qui sont à la fois des usagers et des trafiquants, rien n'a fondamentalement changé. Au contraire, la crise permet à ces gens-là d'apprendre beaucoup de ce qu'il faut faire pour plus tard. Stéphanie, une réaction ou pas par rapport à ce qui a été dit, hein, et notamment la fin? Sur l'ingéniosité des trafiquants, je rejoins ce que dit Thierry Colombier, c'est que c'est très clair, ils ont une capacité d'adaptation et d'adaptation des modes d'approvisionnement et de distribution. Alors on n'est pas sur les mêmes équipes effectivement, hein, ce sont des niveaux différents, mais qui sont des capacités d'adaptation qui sont évidentes. Après que le trafic est repris, je dirais il suit le rythme de l'économie globale, c'est-à-dire qu'effectivement, ça reprend. Après, nous, ça nous a également contraint, services de police et de gendarmerie, puisque l'OFAST est œcuménique, à travailler et à envisager de travailler différemment, parce qu'effectivement, on le sait, la lutte contre les trafics de stupéfiants, vous pouvez faire des saisies, des tonnes de saisies. Pour autant, vous ne démontrerez pas forcément un réseau, et c'est tout l'esprit de la création de l'OFAST. On en parlera, je pense, dans la 4e partie sur les perspectives, pour que les méthodes de travail évoluent, pour qu'on travaille différemment, pour qu'on développe également, et c'est plutôt sur la 2e partie, sur qu'est-ce qu'on a développé durant le Covid au sein des services de police. C'est cette activité de renseignement qui doit être davantage structurée, puisque c'est pas parce qu'on fait de la lutte contre la criminalité organisée qu'on ne travaille pas également sur l'aspect renseignement. Et je pense qu'en matière de trafic de stupéfiants, c'est une mission qui est centrale et qu'on est en train de développer au sein de l'OFAST. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Voilà, donc juste avant de revenir là-dessus, il y a aussi une question, parce qu'on a parlé de l'offre. Mais est-ce que durant le confinement, on a pu également observer une hausse de la demande? C'est ce qui s'est dit aussi à un moment donné, comme les gens étaient chez eux, et ce qu'on a vu pour certains types de produits aussi, une demande plus importante. Alors, il y a eu une augmentation de la demande. Alors, je ne sais plus quelle étude l'avait noté, sur davantage de consommateurs, en fait, plus de produits par davantage de consommateurs. Après, je pense que les chiffres sont très récents et je ne sais pas si on peut prendre suffisamment de recul pour dire qu'il y a eu davantage de demandes durant cette période. Mais en tous les cas, les consommateurs ont plus sollicité durant le Covid. Alors certainement lié à l'isolement, lié au confinement. On a plus mangé, peut-être plus consommé également de produits. D'accord. Et alors, bon, il y a une question un peu provocatrice, donc je ne sais pas lequel des deux répondra, mais est-ce qu'aussi à un moment donné, durant la période de confinement, et notamment dans les quartiers sensibles, on sait que le trafic des stupéfiants est un élément structurant aussi de certains quartiers en termes d'économie souterraine, d'économie légale, qui participe aussi à un moment donné
des niveaux des revenus de certaines familles, qui peut participer aussi, qui peut contribuer aussi parfois, même s'il y a bien entendu un débat là-dessus très polémique, mais qui peut aussi contribuer parfois à la paix sociale dans certains quartiers, en tout cas à certains niveaux de structuration du trafic. Et donc, est-ce que je dirais la pression policière, on va dire, ou l'activité judiciaire a été la même avant le confinement et après le confinement? En gros, est-ce que durant le confinement, on n'a pas, enfin c'est une question, hein, c'est pas mon avis, mais est-ce qu'on n'a pas laissé passer un peu de marchandises, etc., pour calmer un peu certains quartiers? Enfin, c'est une question que vous connaissez très bien sur un moment donné, l'impact aussi du trafic sur la paix dans les quartiers ou pas. Alors, moi, si je peux me permettre de répondre sur cette question-là, je ne pense pas qu'il y ait eu de laxisme sur ces sujets-là, parce que on voyait au quotidien les affaires traitées, et notamment c'est la sécurité publique essentiellement, hein, qui était sur la voie publique et qui procédait au contrôle. Il y avait beaucoup d'affaires de fait. C'est vrai que je dirais tout mouvement sur la voie publique était suspect et il n'y a pas eu une tendance au laxisme pour apaiser dans je dirais le climat dans les quartiers. Après, les policiers de sécurité publique étaient mobilisés sur tout un tas d'autres missions, mais des affaires ont été réalisées et il n'y a pas eu de baisse d'activité sur ce terrain-là. Après, il y a eu moins de contrôles liés exclusivement aux stupes, puisqu'il y avait moins de déplacements. Et puis, c'est ce que je vous disais en introduction, ce qui a été décidé, parce qu'on avait beaucoup d'informations qui nous arrivaient au niveau de l'OFAST, hein, des sources humaines ou des services étrangers qui nous communiquaient également des renseignements sur des arrivées de produits, du transport de produits. Et la stratégie qui a été choisie à ce moment-là, c'était vraiment une stratégie d'entrave, c'est-à-dire empêcher l'entrée du produit sur le territoire, qu'il soit français, belge, néerlandais ou espagnol. Après, on est toujours, je dirais, soumis aussi à notre degré d'information, c'est-à-dire que sur un porte-container, vous allez avoir quelques containers pollués et vous allez en trouver quelques-uns. Voilà, mais après, c'est effectivement le risque de passer à côté. Thierry, une réaction par rapport à ça? Oui, je trouve que c'est une question qui est intéressante parce qu'il faut se souvenir qu'on a, au cours des 15 dernières années, assisté à 2 grandes crises en France liées justement à la problématique de l'approvisionnement, donc de l'exportation notamment du cannabis depuis le Maroc et donc de fait, vu d'ici, de l'importation. C'est des 2 crises en fait, ont eu un impact très fort au niveau social. On pourrait presque dire même des troubles à l'ordre public. Je vais reprendre juste cet exemple que j'ai donné, puisque, comme vous le savez, j'ai publié une page spéciale sur mon site internet pour faire état de cette réflexion, en tout cas sur le Covid et le confinement pardon, et le trafic de stupéfiants. Et il faut donc se souvenir qu'en 2005, lorsqu'il y a eu les émeutes en France, le point de départ a été une suspicion de personnes qui ont été retrouvées mortes à Clichy-sous-Bois, qui avaient été suspectées d'avoir été tuées par des policiers, ce qui s'est avéré inexact évidemment par la suite, mais ça a déclenché le feu aux poudres. Il m'a été dit par plusieurs trafiquants et des gens qui faisaient plutôt du gros que vraiment ce n'était pas tant ce qui s'était passé là qui était révélateur, mais surtout ce qui avait mis le feu aux poudres, c'était le fait que des milliers de dealers s'étaient retrouvés au chômage technique. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 gros exportateurs qui avaient été tapés par les services marocains un an avant, et ça avait provoqué un effondrement de l'importation en France du cannabis. Et on le sait très bien, notamment dans les cités qui sont sous tension en permanence et qui non seulement ont besoin d'un flux de marchandises, mais surtout un flux d'argent pour subvenir à leurs besoins, qui sont quelquefois très rudimentaires. Si demain, il y a forcément des centaines, voire des milliers de personnes qui ne peuvent plus subvenir du trafic,
ça va poser des problèmes. Ça va poser du stress, ça va poser des tensions avec les policiers, etc. Et je crois qu'il faut faire vraiment très attention à cela. Et c'était un peu ce que moi j'avais énoncé en disant attention, il peut y avoir aussi des troubles à l'ordre public. On l'a vu notamment à Nanterre, on l'a vu ailleurs. Alors, on ne sait jamais quelle est la vraie nature, en tout cas, du lien, mais je crois qu'il faut toujours considérer avec à propos le fait qu'à un moment donné, si vous avez des personnes qui ne peuvent plus vivre de leur business, ça va poser un problème d'ordre social et d'ordre économique, évidemment. Et je vais revenir aussi sur un point qui peut paraître peut-être de la science-fiction. Et lorsqu'on parle de géopolitique, il faut aussi savoir de quoi on parle. Traiter aujourd'hui, considérer en tout cas que on essaye de restreindre l'importation de cannabis depuis le Maroc, voire de cocaïne, puisqu'on sait que le Maroc est aujourd'hui une place de transit pour la cocaïne, c'est aussi, il ne faut surtout pas oublier que ça concerne 800 000 personnes au Maroc. Donc si demain, évidemment, on venait par magie à faire en sorte qu'il n'y ait plus de trafic de stupéfiants depuis le Maroc, ça voudrait dire que les stocks au Maroc deviendraient de plus en plus importants, même si la campagne n'a pas encore commencé pour la culture et la fabrication du shit. Mais en tout cas, ça poserait aussi au Maroc un problème de géopolitique et en tout cas de paix sociale. Donc, il y a un fait qui m'a marqué, c'est que lorsque le confinement est arrivé en Europe, très vite, l'Espagne puis le Maroc ont décidé de restreindre drastiquement les échanges commerciaux. Or, au mois d'avril, c'est-à-dire à peu près un mois après, le Maroc a autorisé les bateaux espagnols, les pêcheurs espagnols, à venir sur les eaux territoriales. Alors, on pourrait considérer que c'est totalement anodin. En fait, pour avoir discuté avec plusieurs trafiquants, ça ne l'est pas du tout. Pour eux, c'est un message qui est envoyé depuis la France à des opérateurs, ce qu'on appelle des traders, des gens qui organisent le trafic, qui sont très importants, qui sont en relation directe avec des services de renseignement au Maroc et ailleurs, et qui font état justement de la pression que subissent les dealers en France. Donc, si on ne veut pas que ça dégénère et qu'évidemment on puisse avoir des troubles à l'ordre public très importants, on va non pas faire preuve de laxisme, mais en tout cas, on va envoyer un signal fort auprès des autorités marocaines pour que le produit puisse circuler. Et puis, il y a une deuxième chose importante qui m'a été signalée, c'est que, notamment à la frontière espagnole, je ne dirais pas quel est le corps de police, parce que je ne veux pas être un délateur ou quoi que ce soit, mais il a été dit à un certain corps de police qu'il ne fallait pas trop fouiller les voitures qui remontaient depuis l'Espagne, justement après le début avril. Voilà. Alors, est-ce que c'est un arbitrage qui est fait en haut lieu pour éviter justement qu'il y ait des troubles à l'ordre public importants, alors que ça a commencé vraiment à dégénérer en banlieue parisienne? Je ne sais pas, mais je crois que la question mérite d'être posée. Peut-être un point également, donc, dans la continuité de ce qu'on a dit, Stéphanie Charbonnier, c'est qu'est-ce que vous avez, alors sans dévoiler bien entendu de secret, mais en fait, qu'est-ce que justement ces évolutions, et notamment donc là sur les pratiques, on va dire, c'est-à-dire les pratiques professionnelles, entre guillemets, qu'est-ce que vous avez appris en fait de cette crise et notamment justement de l'évolution des pratiques professionnelles des trafiquants donc, durant cette période? Est-ce que ça vous, en gros aussi, est-ce que mine de rien, cette crise vous a permis d'apprendre des choses qui peuvent vous être utiles, qui vous seront utiles après, dans le cadre des stratégies qui seront mises en place par les services spécialisés de la police judiciaire. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, durant le confinement, on a énormément développé l'activité de renseignement. Alors, c'était un des objectifs lors de la création de l'OFAST, mais je dirais que la période du confinement nous a vraiment, je dirais, orienté vers cette activité de renseignement qui était
pas suffisamment développé jusqu'à présent, parce qu'alors on parle toujours des sources humaines, mais on n'a pas que les sources humaines, on a aussi d'autres vecteurs qui nous permettent de capter de l'information. Donc on a vraiment développé cet aspect-là, et parce qu'au-delà de la collecte du renseignement, il y a ensuite ce qu'on en fait, avec qui on le partage, et où ça doit nous conduire. Donc ça, c'est un premier point qui me paraît important. Et le deuxième aspect qui a été également développé durant le confinement, c'est le recours à la technique. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous n'avez pas découvert avec le confinement les possibilités de recours à la technique. Non, effectivement, je vous le confirme. Néanmoins, ça nous a fortement incité à avoir recours, je dirais, à tous les outils qui nous sont offerts pour pouvoir surveiller les trafiquants. Alors, avec les limites des messageries cryptées que vous connaissez également. Donc ça, c'est un point qui est important, parce que ce qu'il faut quand même souligner durant cette période, c'est que tout le monde a été contraint, y compris les services de police et de gendarmerie qui ont continué à travailler, mais leur présence sur la voie publique, si ce n'était pas pour faire des contrôles en tenue, était également suspecte. C'est-à-dire qu'il est compliqué de mettre en place des surveillances, il est compliqué d'avoir plusieurs véhicules dans le cadre d'un périmètre restreint pour surveiller une équipe, d'entrer dans les quartiers pour conduire des investigations. Donc, nous aussi, on a dû s'adapter. Je dirais, c'est pas exclusivement les trafiquants qui ont adapté leur route, ou qui ont adapté leur mode de transport des produits. C'est également nous, policiers et gendarmes, qui nous sommes adaptés à ces nouvelles méthodes de travail qui étaient particulièrement inconfortables. L'Office regroupe des officiers de police judiciaire à compétence nationale qu'on peut projeter partout sur le territoire national et en Outre-mer. Là, il n'était pas question pour la sécurité des agents aussi, puisque on a été durant une période dans une phase de pandémie quand même très importante. On a eu aussi des malades chez nous. Enfin voilà, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. On a dû adapter le fonctionnement de notre service, et je dirais que là aussi, nous, on fait preuve d'ingéniosité, et on s'adapte aux contraintes qui nous sont imposées par le contexte. Alors, la technique, c'est évidemment quelque chose d'important. Le recours aux sources humaines et autres capteurs de renseignement, c'est une chose importante. On a également tout l'aspect coopération internationale qu'il ne faut pas nier, puisque durant cette période, on a énormément parlé avec l'ensemble des partenaires, que ce soit en Amérique du Sud, puisqu'on a beaucoup d'échanges avec certains pays d'Amérique du Sud. Je pense à la Colombie, je pense au Brésil également, où on identifie beaucoup de départs de cocaïne. Nos voisins, belges, néerlandais, les Espagnols, évidemment, puisque durant le Covid, d'ailleurs, et ça illustre un peu l'évolution des routes durant cette période, il y a 2 voiliers qui se sont fait intercepter par les Espagnols avec de la résine à bord. Donc, ce que disait Thierry Colombier tout à l'heure, effectivement, se vérifie. C'est-à-dire que le vecteur routier est quasi à l'arrêt. Donc, on cherche d'autres vecteurs qui peuvent transporter le produit. Et c'était des saisies majeures, puisqu'on était à 5 tonnes à chaque fois de résine. Voilà, donc, voilà ce que je peux vous dire. Et alors, on dit que donc, la physionomie du trafic a évolué. Est-ce que la physionomie des organisations, ou en tout cas si on parlait d'organisations criminelles, en tout cas des groupes qui pouvaient se livrer donc à du trafic, est-ce qu'elle a également changé? Est-ce que ça va impacter? Est-ce qu'on va garder, je dirais, la même atomisation à un moment donné des groupes qui se livrent donc à du trafic dans certains quartiers? Est-ce qu'on risque d'assister plutôt à une reconcentration? Est-ce qu'à un moment donné, le paysage en termes d'acteurs, donc là, je ne parle pas des flux, etc., mais en termes d'acteurs, peut être également impacté par ce qui s'est passé? Ce qu'on a constaté, nous, à notre niveau, c'est que
la crise a bénéficié aux organisations les plus structurées, puisque c'est celles qui disposaient de logistique, qui avaient la capacité à mettre en œuvre des importations malgré le ralentissement de l'ensemble des vecteurs. Donc vraiment, ce sont les organisations les plus structurées. Tout à l'heure, je vous ai indiqué que le transport par passeur de la cocaïne en provenance de Guyane notamment, alors il n'y a pas que la Guyane, mais le plus gros vecteur pour le territoire français, c'est les arrivées de la Guyane. Pour autant, ce n'est pas les plus grosses quantités qui sont transportées. La plus grosse quantité de cocaïne, elle arrive par container de toute façon. Donc, ces organisations-là, elles n'ont pas été stoppées. Donc après, là, on parle de l'approvisionnement. Mais alors, quand vous êtes sur la distribution, on l'a vu, il y a eu beaucoup de violence pour la récupération de certains points de deal. Et de la même manière, les organisations les plus structurées et avec le plus d'aplomb ont pris davantage de parts de marché que les petits réseaux. C'est ce qu'on a pu observer. Vous pensez que ça va perdurer ou pas? Ou qu'on va avoir une recomposition parce que les choses vont reprendre leur cours normal, je dirais? C'est compliqué à dire, puisque après, de toute façon, vous avez des logiques de conquête de territoire et ça évolue. C'est des choses qui évoluent. Alors, vous avez eu le Covid, mais il y a plein d'autres phénomènes qui font que ces implantations évoluent. Mais rien n'est jamais pérenne. Après, effectivement, que ça redessine le paysage criminel, c'est un fait. Thierry, une observation, une réaction? Écoutez, c'est toujours très particulier de parler d'un paysage lorsqu'on a une vue partielle du phénomène. J'imagine qu'au niveau des services de police, ils ont une vue complète et tant mieux. Vous savez qu'on a un gros problème en France, c'est qu'il y a très peu de chercheurs qui travaillent sur le sujet. Donc, comment faire pour travailler de façon très confortable, c'est-à-dire avoir accès à des méthodes indirectes, donc des rapports, etc., et de l'autre côté des méthodes directes, c'est-à-dire aller voir usagers et trafiquants, donc prendre des risques inconsidérés pour travailler, c'est compliqué. Ce que je voudrais juste dire, c'est qu'on a l'habitude souvent de parler des points de deal des cités, des fours, on a l'habitude de parler des go-fast, on a l'habitude de parler des passeurs, c'est un petit peu ce qu'on entend tout le temps, le bruit médiatique. Or, ce qui est intéressant à observer, c'est que la crise a révélé, à mon avis, deux phénomènes. Le premier, c'est l'ubérisation. C'est-à-dire que l'Uber Weed, l'Uber Coke, etc., eh bien, c'est un phénomène qui existe depuis 10 ans, qui a même été développé à l'époque par des réseaux de la French Connection dans les années 70. Rien n'est neuf dans le business, puisqu'on sait qu'en France, au cours des années 60 et 70, tout ou presque a été inventé. Donc, l'ubérisation, évidemment, c'est l'ère numérique, donc ça change tout. On a un portable, on peut commander, être livré à domicile, choisir, etc. Donc, évidemment, il y a une explosion des circuits courts. Ça, c'est quelque chose qui me paraît important à souligner. Et la deuxième chose, c'est qu'au-delà des cités, il y a aussi, dans les zones périurbaines et rurales, des réseaux qui existent depuis très longtemps aussi, qui sont très peu visibles, peut-être un peu moins l'objectif des services de police, parce qu'ils ne croisent peut-être pas d'autres objectifs qui sont ceux liés au financement du terrorisme ou quoi que ce soit, et qui là apparaissent comme des acteurs majeurs. Je parle notamment de ce qu'on appelle des cannabiculteurs, des cultivateurs de cannabis. On considère, il y a un rapport qui avait été fait, je crois, par un institut qui considérait qu'il y avait 200 000 cultivateurs de cannabis en France. 200 000 cultivateurs de cannabis en France, si on considère que chacun produit 1 kilo, ce qui est vraiment pas grand-chose, ça fait 200 tonnes. Si à ces 200 tonnes, on estime à peu près et on essaye de réaliser le maillage au niveau national, on va s'apercevoir que c'est quand même quelque chose d'important. Donc, est-ce que ces réseaux approvisionnent aujourd'hui les cités, ce qui est déjà en partie le cas, et ce qui, à mon avis, va être la tendance future? Est-ce que ces réseaux prennent plus de parts de marché par rapport aux gars des cités? C'est peut-être aussi une tendance, on va dire, c'est peut-être la tendance bio qu'on va découvrir.
Aujourd'hui, on a découvert dans l'alimentation qu'on pouvait se fournir proche de chez soi, manger sain, etc. Et peut-être que demain, ce sera le cas aussi avec les produits stupéfiants. Et puis, il y a aussi un produit qui lui aussi est très peu visible et dont on parle rarement, c'est la kétamine. Il y a au niveau géopolitique quelque chose d'important qui est en train de se passer. La kétamine est produite principalement depuis 10-15 ans par l'Asie et arrive par la nouvelle route de la soie dont on parle beaucoup au niveau des échanges commerciaux. Or, aujourd'hui, il y a une très grosse production de kétamine aux Pays-Bas. Donc, en réalité, dans l'espace Schengen, on peut s'approvisionner en kétamine. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'en période de confinement, ceux qui recherchent des effets planants, une consommation et un usage solitaire, ils peuvent aller vers des drogues qui sont récréatives, entre guillemets, de type cannabis, mais qui peuvent aussi combiner quelquefois à l'alcool, aller vers la kétamine. Et c'est intéressant d'observer ce phénomène, puisque ça relie aujourd'hui ce qu'on voit notamment chez les Black Blocs, puisque c'est apparemment l'une des sources à la fois du trafic et de revenus qui permettent à ces individus, peu ou très politisés, de pouvoir gérer en tout cas leur opération coup de poing. Donc, il serait certainement utile de pouvoir faire un état des lieux, comme toujours, pour savoir exactement de quoi on parle, puisque il ne faut jamais oublier la partie invisible, qui n'est pas spectaculaire, qui n'est pas relayée en permanence sur les chaînes d'information, puisqu'on sait que c'est quand même l'image en priorité qui facilite en tout cas la communication, et essayer de voir, grâce à cette période de confinement, quel est véritablement le paysage français en termes de trafic et d'usage. Stéphanie Chevalier, donc il y a trois choses qui ont été dites. Alors, l'ubérisation, vous êtes à peu près d'accord. Enfin, vous en aviez parlé, effectivement. On voit que c'est de toute façon une nouvelle méthode, effectivement, pour le consommateur de se procurer aujourd'hui le produit. Alors, c'est vrai que concernant donc, notamment la cannabiculture, donc la culture indoor, est-ce que là aussi, c'est un phénomène, c'est un phénomène, effectivement, qui est assez ancien, mais qui est aussi difficile à appréhender pour les services de police et les outils de gendarmerie. Est-ce que là aussi, pour vous, c'est à cause aussi de la crise et on va dire de la production produire localement? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer également durant la crise? Oui, j'en parlais en introduction. En effet, il y a eu il y a un accroissement, mais qui n'est pas lié exclusivement à la crise du Covid. Il y a un accroissement de la cannabiculture en France depuis environ 2 ans. Alors avant, je dirais la production était plutôt localisée en Outre-mer. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une explosion de ce phénomène sur le territoire métropolitain également, avec des cultures indoor massive, et on n'est pas sur, comme le disait Thierry Colombier tout à l'heure avec humour, sur de la production bio. On est vraiment sur de l'industrialisation de la production. On n'est pas avec une personne qui cultive 4 pieds de cannabis sur son balcon ou dans son jardin. On est vraiment sur on a eu des saisies majeures de plants de cannabis réalisés alors dans des maisons, dans des granges, avec entre 500 et 1000 ou 1500 pieds de saisie. Donc, ça implique toute une logistique. On est vraiment sur une industrialisation de la production indoor, avec des outils qui sont mis à la disposition également via le Darknet. Et puis, je dirais, une professionnalisation de ces acteurs, puisqu'on n'est pas sur je dirais 180, on a saisi en 2019, police, gendarmerie confondues, plus de 180 000 pieds, alors qu'on était à 138 000 l'année précédente. Ça concerne évidemment les zones plus rurales ou périurbaines, avec un phénomène qui était
largement pris en charge par la gendarmerie nationale qui réalisait un grand nombre d'affaires, mais on s'aperçoit que dans certaines régions, je pense au nord de la France, on a des phénomènes équivalents, y compris à proximité des métropoles, et donc avec des services de police qui font également de plus en plus d'affaires. Alors, il y a plein de signaux, je dirais, il y a plein de signaux pour détecter la culture indoor. On a traditionnellement une importation importante depuis l'Andalousie de l'herbe de cannabis, mais progressivement, effectivement, une forme d'internalisation de la production sur le territoire français. Alors tout à l'heure, je rebondis sur un des propos de Thierry Colombier qui évoquait l'absence d'études très formelles sur le marché de la drogue en France, en Europe. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrits, mais assez peu d'éléments chiffrés. Alors malheureusement, les services de police, et là je pense et de gendarmerie, et là je pense à l'OFAST, n'a pas une vision exhaustive de ce qu'est le marché. C'est notre objectif, mais je pense que ça risque d'être un vœu pieux. Néanmoins, on essaie de coller au plus près des éléments d'information auxquels on a accès, en s'inspirant également des travaux qui sont conduits par les scientifiques. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Plus on connaît le marché et mieux on travaille derrière, et je vous en parlerai quand on en viendra à parler un peu de la création de l'OFAST et de l'ambition, et mieux on travaille ensuite au démantèlement des structures. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas se contenter de faire des affaires judiciaires, ça ne suffit pas. Et alors justement, sur ce qu'a dit Thierry sur la kétamine, c'est quelque chose que aussi enfin, une observation que vous partagez? Alors, c'est un phénomène qu'on observe moins, qu'on connaît moins. Donc, sur cet aspect-là, je n'ai pas d'éléments complémentaires à ajouter. Alors, il y a une autre question. Alors, c'est un peu lié à l'actualité, mais sans véritablement rentrer dans les événements actuels. Mais et vous l'avez dit, durant le confinement, vous avez vu plus de violence aussi entre les trafiquants. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'aussi dans l'évolution de la physionomie des trafiquants, ils sont plus armés, ils sont plus violents, ils sont plus structurés, ils ont moins peur de l'État, des services de l'État? Est-ce que là aussi, bien entendu, ça fait écho aux événements de Dijon et de Nice, mais voilà, est-ce que vous, là aussi, constatez un changement dans la manière dont ces réseaux, ces organisations structurent, se défendent éventuellement par rapport à des concurrents, ou au contraire s'arment pour aller chercher d'autres organisations sur d'autres territoires? Alors, c'est pas, l'armement je dirais des groupes est pas quelque chose de nouveau. On le sait, le trafic de stupéfiants, c'est une infraction qui va générer, c'est un phénomène qui va générer tout un tas d'autres infractions à côté. Vous avez du trafic d'armes, vous avez tout un tas d'autres, vous avez des homicides volontaires, des règlements de compte qui sont générés par les trafics de stupéfiants. Donc, je dirais que c'est pas, on ne découvre pas aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est nouveau. La mise en place du plan STUP, elle répond également à cet objectif-là. Il intervient en réponse, alors à la fois comment mieux structurer la lutte contre les trafics de stupéfiants, mais rappelez-vous, en mai 2018, quand l'annonce d'un plan lutte contre les trafics de stupéfiants est annoncée par le président de la République, c'était vraiment l'idée de réagir à tous les règlements de compte qui pouvaient avoir lieu à Marseille ou même dans d'autres villes, parce qu'on parle souvent de Marseille, puisque c'est là où on a les exemples les plus emblématiques, mais ça ne se limite pas au quartier de Marseille. C'est également Besançon, c'est également tout un tas d'autres, alors évidemment région parisienne, mais pas que. On s'aperçoit que aucune je dirais, ville de province n'est épargnée. Et d'ailleurs, ni les zones rurales, parce qu'on a très souvent dit le trafic de stupéfiants, c'est l'apanage des grandes métropoles. C'est faux aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs avec la culture indoor, puisque ça a commencé d'abord à se développer plutôt dans les zones rurales, mais on s'aperçoit que vous n'avez aucune zone qui est épargnée aujourd'hui, et d'où l'intérêt d'avoir un office qui comporte également des gendarmes à nos côtés.
Et juste aussi, est-ce que l'évolution donc, sur l'ubérisation, donc, et notamment le fait effectivement qu'on a plus accès aux produits maintenant à distance, hein, derrière son téléphone portable, est-ce que là aussi, ça va à un moment donné, ça a déjà commencé ou pas, et ça va modifier là aussi bah, les lieux de vente, parce que dans l'esprit, enfin, dans l'imaginaire, enfin, dans l'imaginaire collectif, pas ça, mais en tout cas, comme l'a dit Thierry Colombier dans la presse, on parle beaucoup plus des points de deal et plus des 40 cités à Marseille qui sont des points de deal, voilà, des conséquences que ça peut avoir aussi sur, bien entendu, la vie des habitants de ces quartiers. On se focalise encore, je dirais, sur les lieux physiques de vente. Et là, avec justement ce qui s'est passé, est-ce qu'on ne va pas progressivement voir ces lieux physiques de vente disparaître au profit effectivement d'une structuration beaucoup plus importante de la vente par Internet, par téléphone, etc. Alors, je crois que les points de deal disparaîtront pas, si vous voulez. C'est une nouvelle offre qui est proposée. Alors, d'où l'intérêt aussi qu'on s'adapte, nous, services répressifs, avec la prise en compte de tout l'aspect cyber. C'est des points qui étaient assez peu pris en compte avec les investigations sur le darknet, avec la conduite des investigations sur les fils Snapchat qui sont proposés. On a on a plein d'axes d'enquête à développer aujourd'hui qui n'étaient auparavant pas vraiment pris en compte ou pas suffisamment pris en compte. Donc ça fait partie également des perspectives qu'on est en train de développer en recrutant des personnels qui ont la compétence pour conduire des investigations. On a besoin d'enquêteurs stup traditionnels au sein de l'OFAST, bien évidemment, mais on a aussi besoin de nouvelles compétences pour s'adapter à l'évolution des trafics. Alors, la crise du Covid, je dirais, a été un marqueur fort et un élément un peu déclencheur pour, je dirais, la mise au jour de ces nouvelles pratiques. Pour autant, elles existaient déjà auparavant. Elles se sont développées. Selon moi, elles ne vont pas anéantir l'aspect point de deal, puisqu'on va conserver des points de deal, sauf que ça va peut-être fonctionner autrement et ça va permettre à différents groupes criminels de travailler un peu de manière différente. Thierry, juste une question. Est-ce que la situation là, qu'on a pu observer en France, est-ce que par rapport à ce que vous avez pu vous constater ces 2-3 derniers mois, est-ce que c'est à peu près la même situation qu'on a pu connaître dans d'autres pays qui connaissent à peu près le même type de trafic, le même type de profil de consommateurs? Alors, je ne peux pas répondre avec exactitude à cette question parce que je n'ai pas eu le temps de faire une étude comparative. Ça demanderait beaucoup de travail et de temps. J'imagine que les contraintes étant les mêmes, il a fallu que les trafiquants s'adaptent, que ce soit au niveau du gros, du demi-gros, du détail, à cet état de fait. Donc, est-ce que ça implique après plus, je ne sais pas moi, de guerre de territoire? Est-ce que ça implique quoi que ce soit? Ça, je ne sais pas. Est-ce que ça a un impact transfrontalier aussi? Ça serait intéressant de voir comment, effectivement, et ça, je crois que ça a été évoqué en introduction, même si je n'étais pas là, mais j'ai cru comprendre qu'effectivement, ceux qui sont à Lille peuvent plus facilement aller s'approvisionner en Belgique, voire aux Pays-Bas, que ceux qui sont à Toulouse ou en tout cas à Perpignan peuvent peut-être aller plus facilement en Espagne, parce que c'est aussi leur habitude, leur usage, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est une question importante. Je voudrais revenir juste sur l'aspect cannabiculture, pour d'abord relativiser le fait qui a été mentionné sur l'explosion ces dernières années. Je crois que c'est un phénomène, pour m'y être intéressé il y a au moins 25 ans, qui a été totalement sous-estimé par les services de police, notamment en zone rurale. Il faut savoir que, effectivement, s'il n'y avait pas des fermes industrielles avec 1000 pieds, 2000 pieds, 10 000 pieds, il y avait une multitude de personnes qui s'adonnaient à une culture, on va dire, servant de subsistance, quoi. C'est-à-dire leur permettant de pouvoir à la fois consommer du produit gratuitement et permettre une petite activité de revente pour réaliser un petit profit qui servait à autre chose, mais pas du tout, en tout cas, des activités
annexes comme le trafic d'armes ou le trafic de médicaments ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout des pratiques de trafic, mais plutôt des pratiques d'usage à des fins récréatives. Ça, je crois que c'est vraiment un phénomène qu'on a totalement mésestimé. Et je crois que ça a été certainement un des facteurs de son développement. C'est-à-dire que pendant qu'on s'activait sur des réseaux très ciblés, etc., peut-être plus marqués industriellement, il y a tout ça qui s'est activé. Le deuxième point, et pour preuve, il y a une quinzaine d'années, j'avais eu comme information qu'il existait, notamment sur une petite île au milieu de la France, une ferme de 4 hectares de cannabis. Vous voyez, donc il y a 15 ans, il y avait déjà 4 hectares de cannabis qui pouvaient, donc on peut imaginer que ce n'est pas, voilà, c'est pas un phénomène tout à fait nouveau. Et c'est aussi, pour ceux qui s'adonnent au trafic après, on connaît la problématique de l'usage du revente. C'est aussi autant de points de bascule qui permettent à ces réseaux d'intégrer d'autres produits et qui court-circuitent les circuits urbains en tout cas. Le deuxième point, et je le lis parce que c'est Yann Biziou qui le mentionne, c'est juste un petit rectificatif, pardon, je m'embrouille, c'est qu'il n'y aurait pas 200 000 cultivateurs de cannabis, mais je crois qu'il cite 80 000. Alors, ça, c'est évidemment une projection. Là aussi, il serait intéressant de savoir exactement, ou en tout cas évaluer avec toujours des hypothèses basses, moyennes et hautes, combien il y a aujourd'hui effectivement de cannabiculteurs et quelles sont surtout les formes d'entrepreneuriat qui se dessinent derrière. Parce que si effectivement vous avez un fermier qui dispose de 20 000 pieds, si ça équivaut à 1000 personnes qui ont 200 pieds, ben voilà, on a là une grande différence en termes d'industrie. Alors justement, Stéphanie Charmier, pour rebondir là-dessus et surtout pour rester sur la cannabiculture, est-ce que les profils, c'est une question aussi, hein, est-ce que les profils, je dirais, des cannabiculteurs, on va dire, sont très différents justement des trafiquants classiques? C'est ce qu'on a vu apparaître aussi là à un moment donné, deux profils très différents avec peut-être des objectifs différents où les objectifs sont les mêmes. Voilà, est-ce qu'il y a aussi une différence qui est apparue, hein? Alors, il y a souvent une image d'Épinal qui revient sur le cannabiculteur, c'est-à-dire qu'on le perçoit un peu comme le producteur local, hein, l'agriculteur, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on est bien, je parle des productions à haut niveau. On est vraiment sur des structures criminelles organisées également. On n'est pas sur des amateurs, puisque les profits générés sont importants. Donc, on est bien sur des profils d'organisation criminelle. C'est vrai que il y a une tendance à considérer que ces organisations criminelles-là que ces producteurs-là sont finalement moins structurés, moins liés aux organisations criminelles de haut niveau puisqu'ils ne font pas d'importation. Néanmoins, ils produisent du produit, souvent en grande quantité, génèrent je dirais des profits qui sont également très importants quand vous avez une grande quantité de pieds. Et donc, on n'est pas du tout sur des profils d'amateurs. Voilà, on est sur des structures criminelles. D'accord. Et alors, est-ce que, parce que c'est une question aussi, est-ce qu'on assiste au même type, je dirais, de développement de production locale sur d'autres types de produits stupéfiants et notamment les drogues de synthèse? Bon, alors, je ne sais jamais si on est des auditeurs ou spectateurs. Voilà, enfin, en tout cas, il y a quelqu'un qui nous écoute, qui nous dit que dans la zone donc, défense et de sécurité Est, donc on entend de plus en plus parler de drogues de synthèse fabriquées localement. Et voilà, qu'en est-il du suivi aussi de ces drogues, effectivement, qui touchent énormément les jeunes, notamment dans tout ce qui est événements festifs, et qui touchent aussi d'ailleurs toutes les catégories sociales. Alors, sur les drogues de synthèse, c'est vrai que c'est un produit sur lequel, globalement, on est moins bien positionné que sur d'autres types de produits. Alors, traditionnellement, c'est plutôt de l'importation, importation en provenance de Chine. Mais effectivement, depuis récemment, on constate
la mise en place de laboratoires sur le territoire français, alors qui n'ont pas encore une envergure très très importante. Néanmoins, c'est un phénomène à surveiller et à travailler davantage. Mais c'est vrai que sur l'aspect drogue de synthèse, alors pour ne parler que de l'eau-fast, ce sont des produits sur lesquels on est moins bien positionné. Alors, justement, pour passer un peu à une séquence haute, bon, l'OFAST a été créé, donc, d'une part, effectivement, dans le cadre du plan STUP, d'autre part, pour renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants. Alors, ce n'est pas la première fois hein, que l'État annonce une organisation des services de police ou des politiques publiques visant à renforcer la lutte contre les stupéfiants. Hein. Bon, Thierry Connery en a parlé tout à l'heure, on peut remonter voilà, Phone Connection et à la création de l'Office. L'OFAST a été aussi créé suite aux problèmes qu'avait pu connaître l'Office central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants les années précédentes, les mois précédents la création de l'OFAST. Aujourd'hui, je dirais, moi, deux questions là, qui sont des questions qui sont posées par moi. Quelle est pour vous véritablement aujourd'hui la plus-value de la création d'un tel office par rapport à ce qui existait précédemment? Ça, c'est, je dirais, la première question. Et alors, est-ce que, alors même là aussi, la question peut paraître un peu provocatrice, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que voilà, la police, la gendarmerie, je dirais l'État, voilà, est suffisamment armé pour véritablement lutter contre les trafics? On sait très bien que dans certains quartiers, quand on démantèle des réseaux, immédiatement, les points de deal sont repris par une autre organisation. Comme vous l'avez dit, on sait très bien que voilà, les réseaux se réorganisent, se restructurent, que de nouveaux arrivent sur le marché. Et est-ce que voilà, aujourd'hui, on a les moyens véritablement d'avoir un impact à long terme, pas nécessairement voilà, un impact à court terme, mais un impact à long terme sur le trafic de stupéfiants? Alors, donc, je reprends vos questions dans l'ordre. Alors, la plus-value de l'OFAST par rapport au dispositif qui existait précédemment. Juste, je rappelle le contexte de création de cet office avec l'annonce d'un plan en 2018 qui a eu un peu de mal à émerger puisque le plan national de lutte contre les trafics de stupéfiants a été annoncé par les trois ministres au mois de septembre 2019. Avec l'annonce de la création, l'annonce notamment, une des mesures phares du plan, c'est je dirais la rénovation de la gouvernance, hein, ce qui a présidé à la création de ce nouveau service, puisque on y reviendra, c'est une forme un peu différente. C'est vraiment d'articuler les acteurs entre eux, parce qu'en fait, en matière de stup, en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants, vous avez une multitude d'acteurs, de la douane à la police dans toutes ses composantes, sécurité publique, police judiciaire, police aux frontières, et puis la gendarmerie, qui souvent, je dirais, ont pu connaître et connaissent encore je dirais des concurrences qui sont malsaines pour la lutte contre les trafics, puisque quand on passe du temps, je dirais, à lutter les uns contre les autres, on ne passe pas de temps à démanteler les organisations. Donc il vaut mieux, je dirais, davantage coordonner nos forces, et c'est vraiment l'esprit de la création de l'OFAST, alors, on s'appelle office, mais on n'est plus un office central. C'est un peu la subtilité sur le sujet, puisque depuis le 1er janvier, on est un service à compétence nationale, donc un SCN, même format que la DNRED, en fait, hein, donc avec l'idée de créer une forme d'agence qui est directement rattachée au directeur central de la police judiciaire, qui est le chef de file de la lutte contre les stupéfiants en France. C'est-à-dire que dans les réunions internationales, quand on doit travailler sur le segment supérieur des trafics, il ne doit pas y avoir 36 services qui se font concurrence. Il doit y en avoir un qui est là pour être le chef de file, pour coordonner. Alors, chef de file, ça ne veut pas dire qui est là pour préempter les affaires des autres, parce que c'était un petit peu le reproche qui était fait à l'ancienne OCRTIS, c'était d'apparaître non pas comme un animateur du réseau, mais comme un concurrent dans la conduite des affaires. Alors, comment on sort de cette logique concurrentielle? On en sort de plusieurs façons. D'abord, en
Faisant des affaires, oui, ça c'est important, mais en faisant des affaires sur le segment supérieur des trafics, en apportant également une expertise à tous les services territoriaux qui peuvent en avoir besoin. Alors, on parle des services territoriaux de la police judiciaire, mais ça peut également être des sections de recherche de la gendarmerie nationale avec un travail en cosaisine. Mais au-delà des affaires, on a tout un travail d'analyse, d'élaboration d'un état de la menace qui n'est pas le bilan, l'état de la menace, qui n'est pas le bilan des affaires réalisées l'année précédente. On doit être dans la prospective et dans les nouvelles tendances identifiées. Et ça, c'est tout l'enjeu de la construction d'un pôle stratégie qui a vocation à produire de l'analyse. Alors, l'OCRTIS en produisait déjà, mais c'est vraiment un pôle qu'on fait monter en puissance en recrutant des profils d'analystes qui connaissent la thématique, qui ont une capacité à avoir une approche également géopolitique des phénomènes, puisqu'il faut mettre tout ça en perspective. On ne peut pas se contenter d'être sur du franco-français. Donc ça, c'est pour toute la partie. Juste une petite question, ça veut dire qu'au sein de l'Office, vous allez aussi aujourd'hui recruter des profils qui ne sont pas nécessairement des policiers ou des police, ou des militaires de la gendarmerie ou des douaniers. C'est ça, exactement. On est en train de diversifier les profils. Alors, ça peut être des attachés d'administration, ça peut être des contractuels. C'est extrêmement important qu'on puisse se nourrir de profils qui, jusqu'à présent, étaient en nombre trop limité au sein de la structure. Donc, ça, c'est la montée en compétence sur cet aspect-là, sur l'aspect analyse, sur l'aspect suivi du plan, parce que le plan, c'est un élément également majeur, sur l'aspect coopération internationale stratégique. Et là, de la même manière, on aura des policiers et des gendarmes, mais on aura également des contractuels et des attachés d'administration qui, de par leur formation, travaillent et appréhendent les sujets de manière très différente. Et ça, c'est extrêmement important qu'on puisse se nourrir de compétences extérieures. Ça, c'est un point central. Ensuite, la deuxième, donc vous aviez la partie opérationnelle, je dirais que la partie classique, mais j'y reviendrai après sur ce qu'on y développe. La partie stratégie. Et enfin, la partie renseignement dont je vous ai plus parlé sur ce qu'on a développé durant le confinement. Auparavant, le renseignement et l'opérationnel judiciaire, quand je dis opérationnel, c'est judiciaire, étaient imbriqués. On a fait le choix de les scinder. De manière, l'OFAST, comme l'ensemble des services de police judiciaire, est deuxième cercle du renseignement. Donc, ça veut dire qu'on a des missions qui nous incombent également sur ce registre-là. Et l'activité renseignement, au-delà de la seule activité des sources humaines, doit être structurée et développée avec l'activité des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants qui vont être mises en place dans chaque département d'ici à la fin de l'année. Donc, ce sont les capteurs de renseignement qu'on va récupérer des territoires, travailler avec les territoires de manière à pouvoir l'exploiter et le redistribuer. On a un vrai rôle au sein de l'OFAST de partage du renseignement, c'est-à-dire qu'on n'est pas là que pour attendre que les territoires nous donnent de l'information ou que l'international nous fournisse de l'information. On est aussi là pour alimenter l'ensemble des services qui irriguent le territoire, alors que ce soit les antennes de l'OFAST, les 11 antennes de l'OFAST qui sont déjà implantées, puis 2 qui vont l'être prochainement en Outre-mer, ou ça peut être une ESR également qui sera destinataire d'informations qui émanera de la structure centrale. On a vraiment une vocation d'ouverture et de meilleur partage du renseignement avec l'ensemble des acteurs. On doit plus être perçu comme un concurrent et on doit être là pour apporter également à la fois de l'expertise et du renseignement pour les autres. Les effectifs prévus au départ de la création de l'OFAS, vous seront au rendez-vous, oui Alors, on a élaboré un plan, vous l'avez dit, moi j'ai été d'abord nommée préfiguratrice, donc avec une préfiguration au pas de charge sur à peine 3 mois. On a un plan de charge en termes RH, donc on est arrivé au sein de l'OCRTIS qui était composé d'une grosse centaine d'enquêteurs. On a une échéance 2020 à 170 enquêteurs et 2021 210 et 240 à l'échelon 2022.
Donc, c'est un gros projet. Je dirais, c'est à la fois, parce que c'est bien d'absorber de la RH, après, il faut la structurer. C'est-à-dire que le personnel, il faut qu'on ait des missions très précises, qu'on sache exactement quelle est notre cible opérationnelle, quelle est notre cible au plan stratégique. Donc, tout ça demande énormément de travail et c'est pour ça qu'on le décline sur un triennal. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir l'OFAST et que de l'autre côté, les douanes on dispose également d'un très gros service, hein, compte tenu de leurs compétences de lutte justement contre les trafics, ça ne nuit pas encore un petit peu quand même à l'efficacité des services et ça ne crée pas encore quand même des rivalités ou des concurrences de toute façon, qui sont inhérentes aux organisations. Mais est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu peut-être réfléchir avec les douanes et la police judiciaire justement à créer une structure qui soit vraiment, je dirais, commune? Alors, la question ne s'est pas posée comme ça, parce que la DNRED, déjà, ne travaille pas que sur les stupéfiants. Et puis, c'est un service du premier cercle du renseignement. Nous sommes service du second cercle et notre vocation est vraiment une vocation judiciaire. C'est-à-dire que notre activité de renseignement, elle n'est pas là pour faire je dirais, du renseignement pur. L'objectif, c'est bien d'arriver à la judiciarisation de ce renseignement. Après, la DNRED est un de nos partenaires est un de nos partenaires très importants. J'entends d'autres personnes qui parlent en même temps. Oui, mais normalement, ça ne devrait pas être le cas. Non, c'est bon. Donc, la DNRED est un de nos partenaires vraiment très importants dans la lutte notamment contre les importations majeures et on doit travailler main dans la main. On ne peut pas travailler chacun de notre côté. Donc, c'est des relations quasi quotidiennes que l'on a avec les représentants de la DNRED. Et la douane, pour compléter, la douane est progressivement intégrée à l'OFAST également. On a un chef de pôle qui est administrateur des douanes et puis on attend également 5 douaniers qui vont rejoindre l'office. D'accord. Thierry, est-ce que la restructuration, je dirais, d'un service de lutte contre les stupéfiants tel que ça a été énoncé, tel que ça avait été annoncé, est-ce que ça vous paraît plutôt une bonne chose? En tout cas, ça peut, selon vous, vous permettre d'améliorer les politiques de lutte contre le trafic de stupéfiants? Écoutez, c'est un sujet que j'ai traité pendant longtemps puisque j'ai travaillé sur le trafic de drogue et le grand banditisme notamment. Voilà. Et ce qui me vient toujours à l'esprit, c'est que ça fait 50 ans qu'on mène une guerre contre la drogue. Et jusqu'à présent, hormis quelques exceptions, il n'y a pas eu de débat autour de la question de savoir si cette guerre à la drogue était véritablement un succès ou pas. Si on prend les chiffres, on va considérer que c'est d'abord un échec. Il n'y a jamais eu autant de trafiquants sur le territoire, jamais eu autant de produits divers et variés. Si on était dans une société hyper rationnelle, et on sait aujourd'hui combien la question des coûts, par exemple, comme on nous l'assène en permanence au niveau de l'État, est importante, etc. Donc, avec une gestion très rationalisée, il faudrait au moins avoir cette pertinence de comprendre à quoi sert la lutte contre la drogue. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de lutte contre la drogue, ce n'est pas le problème. C'est de savoir en réalité en quoi toutes les mesures qui sont mises en œuvre peuvent un jour arriver à défaire les trafics de stupéfiants. Or, le problème, et ça on n'en parle jamais ou rarement, c'est que lorsqu'on parle de trafic de stupéfiants, on est toujours sur un ordre géopolitique. Si on prend la cocaïne, on sait très bien qu'il va falloir créer une balistique pour faire venir les produits, il va falloir de la corruption. Un mot qui est totalement banni de notre jargon, c'est la corruption, on n'en parle jamais, on croirait que ça n'existe même pas, alors que c'est un des fers de lance du crime organisé, hein. C'est ce qui définit le crime organisé, la corruption. On ne sait pas aujourd'hui, ou si peu,
quels sont les gros circuits de blanchiment qui permettent notamment de savoir comment l'argent est renvoyé, par exemple, au Maroc. Je rappelle juste qu'on a soulevé un petit peu le tapis en 2012 avec l'opération Virus et que ça a été, et je peux vous l'assurer, de la volonté de 3 policiers spécialisés dans la grande délinquance financière qui avaient à cœur de montrer comment ils pouvaient au moins soulever le tapis et essayer de comprendre comment était blanchi cet argent. Je rappelle que ça a été quelque chose d'assez spectaculaire, hein, puisqu'on s'est aperçu que l'argent partait en Inde, il y avait du trafic d'or qui était associé, etc. Et que derrière, en réalité, c'était vraiment de la délinquance financière qui était associée pour remplir les caisses d'entreprises au Maroc. Alors, moi, je veux bien qu'on lutte contre la drogue, mais il va falloir que si on le fasse de façon très efficace, ça puisse être fait de concert avec toutes les autorités et qu'on ne se cache pas derrière le petit doigt à chaque fois pour expliquer telle affaire ou tel cas de corruption ou tel truc, etc. Donc, parce qu'on ne va jamais y arriver. C'est un vrai problème. Et encore une fois, c'est vrai que la France, contrairement à d'autres pays européens, a l'handicap de ne pas produire de connaissances scientifiques. Je dis bien scientifiques, c'est-à-dire réalisées par des personnes habilitées, formées par l'université, qui sont ni juges ni partis et qui n'ont pas à défendre les intérêts d'une lutte ou d'une contre-lutte, ce qui est complètement différent. Et si c'était le cas, comme le font les anglo-saxons, avec de l'analyse criminelle depuis très longtemps, etc., on y verrait peut-être un peu plus clair sur justement le paysage actuel du trafic des trafiquants. Alors, pour l'usage et la demande, il y a des travaux qui sont réalisés par le FDT depuis de nombreuses années maintenant qui permettent d'avoir quand même une photographie assez exacte. Mais en termes de trafic, hormis les spécialistes qui pourraient nous expliquer évidemment comment ça se passe, et encore s'ils ont le droit d'en parler, parce que là aussi se pose le problème du secret des instructions en cours ou même des affaires passées, bien on est souvent sur des représentations et je crois que tant qu'on ne fera pas un audit en France de tout ce qui se passe et aussi un audit des pratiques policières, parce qu'il ne faut pas oublier que on voit bien que c'est intéressant, moi qui travaille depuis donc l'ère de la French Connection. Hein. La French Connection, il faut le rappeler, ça a commencé dans les années 30. C'est-à-dire que ça fait un siècle qu'on fait du trafic en France. Alors évidemment, c'était différent, mais enfin, ça veut dire qu'il y a un savoir-faire très particulier, ça a fortement structuré un milieu qui existe toujours, quoi qu'on en dise. Ça a permis aussi, et ça on l'oublie tout le temps, de lancer le marché du cannabis depuis le Maroc. Ce sont des opérateurs français qui l'ont fait. Ce sont des opérateurs français qui ont aussi développé le trafic de cocaïne depuis la Colombie. Ça aussi, on l'oublie, c'est bien dommage. Mais quoi qu'il en soit, tant qu'on ne fera pas cet effort de produire des connaissances sur le sujet, de savoir exactement qui fait quoi et comment on peut lutter de façon efficace, et tant que ça restera le monopole de la police, on aura un biais très important qui ne nous permettra pas de pouvoir, en tout cas, faire une photographie exacte de ce qui se passe. Alors, peut-être une réaction, Stéphanie? Plusieurs observations. Alors, je suis ravie d'ailleurs que M. Colombier cite l'affaire Virus, puisqu'à l'époque, j'étais chef adjoint à l'OCRGDF, donc je l'ai largement vécu et je connais plutôt pas mal le dossier. Et effectivement, vous avez raison, on peut pas nier le volet blanchiment quand on fait de la lutte contre les trafics de stupéfiants. La création de l'OFAST, c'est aussi le décloisonnement dans les enquêtes, c'est-à-dire saisir du produit, c'est bien, hein, on peut faire des photos devant des tonnes de résine de cannabis, devant des tonnes de cocaïne. Néanmoins, c'est pas suffisant. Saisir le produit, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et il faut également qu'on identifie les circuits de blanchiment et qu'on saisisse les avoirs criminels. Moi, je voulais d'abord rebondir sur l'aspect je dirais, une nouvelle politique publique, mais une politique publique un peu vaine. Alors, c'est bien, on a une politique publique sur l'offre, donc la lutte contre les trafics, mais
depuis combien d'années est-ce qu'on n'a pas eu une campagne de prévention en France? Depuis combien d'années? Moi, honnêtement, j'en ai pas souvenir en fait. Donc, je pense que c'est aussi, alors ça doit dater des années 80, mais je pense que c'est un point sur lequel il faut également travailler. On a une structure en France, la MILDECA, qui travaille sur tous ces aspects-là. Et moi, je me souviens à l'époque où on discutait ce plan-là, le plan de lutte contre les trafics. On avait soulevé l'idée également de mettre en parallèle une vraie politique de prévention, de manière à ce que une campagne de prévention très exactement, de manière à pouvoir agir dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est bien de lutter contre les trafics, mais il faut également travailler sur l'aspect consommation. Donc ça, c'était la première observation. La deuxième, c'était, j'en ai un petit peu parlé avant, l'aspect corruption, l'aspect blanchiment, tous les aspects financiers, autant de points qui étaient peu pris en compte auparavant dans le cadre des affaires qui étaient traitées. C'est l'ambition qu'on a également, alors pas en traitant, en internalisant au sein de l'OFAST l'ensemble des enquêtes de blanchiment parce qu'on n'aura pas la ressource. Et je dirais que d'autres services ont cette compétence-là. Je pense à nos camarades de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière, l'OCRGDF. Il y a une sous-direction de la lutte contre la criminalité financière qui a été créée également l'année dernière. Donc c'est important qu'on puisse travailler de concert avec eux. On a également le service le SEJF au sein de Bercy, ex-SNDJ, qui a développé également des compétences sur ces thématiques-là. Donc, c'est autant de partenaires avec lesquels on doit travailler, mais c'est à nous, services qui luttons contre les stupéfiants, contre les trafics de stupéfiants, de permettre aussi à ces services-là de venir travailler à nos côtés sur le volet blanchiment, sur le volet financier, puisque ce sont je dirais le volet financier. Très souvent, on s'imagine un système très très élaboré avec des virements à l'international. Alors oui, bien sûr, il y a Dubaï, bien sûr, il y a des difficultés de coopération sur certaines thématiques avec certains pays. Néanmoins, la coopération, il en existe. Dans le dossier virus, beaucoup d'actions de coopération internationale avaient été mises en place. On était sur de la compensation essentiellement, avec le recours à la Walla. Donc, des choses sont bien sûr faisables. On a des marges de progression énormes. Et tant qu'on ne développera pas ce côté-là, cet aspect-là, on n'avancera pas sur le démantèlement des réseaux. On saisira du produit, on fera de jolies photos, mais ça ne servira pas à grand-chose. Une question là aussi, oui, on sait très bien que le trafic, la consommation, la vente de stupéfiants se passe beaucoup dans les établissements pénitentiaires. Est-ce que le renseignement pénitentiaire alimente notamment l'OFAST? Est-ce que vous travaillez, comme le renseignement pénitentiaire s'est mis à travailler sur la radicalisation, voilà, est-ce que vous travaillez aussi avec le renseignement pénitentiaire, puisqu'on sait quand même qu'aussi certains trafics sont conduits de ces établissements pénitentiaires? Alors, il y a un lien avec le renseignement pénitentiaire, mais qu'on souhaiterait davantage développer, et notamment en intégrant au sein du pôle renseignement une personne, un personnel de l'administration pénitentiaire en lien avec ce bureau du renseignement pénitentiaire, puisque bien évidemment, c'est une mine d'informations. Les trafics ne s'arrêtent pas avec l'incarcération des trafiquants. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de rupture non plus dans le partage du renseignement sur ces aspects-là. Et on a un vrai intérêt à ce que le renseignement pénitentiaire travaille également à nos côtés. Si demain, dans un monde idéal, compte tenu de votre expérience, on vous disait qu'est-ce qu'il faudrait de plus, qu'est-ce qu'il vous faudrait de plus pour véritablement être plus efficace, être plus efficiente, qu'est-ce que vous diriez, quelle serait votre réponse? Cette question-là, je dirais, j'y répondrai dans 3 ans, quand on aura structuré et solidifié la structure, le service qu'on est en train de mettre en place. Je dirais que si, avec l'architecture qu'on est en train de bâtir,
les renforts qu'on est en train d'obtenir, la structuration du réseau territorial. Parce que ça, c'est extrêmement important qu'on solidifie. On a des services territoriaux qui sont très efficaces. Il faut juste qu'on s'articule avec eux et, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, qu'on n'apparaisse plus comme un service concurrent, mais qu'on apparaisse comme l'animateur de ce réseau et qu'on soit capable d'apporter des choses à l'ensemble de ce réseau territorial. Si les acteurs fonctionnent entre eux, je pense qu'on... Enfin, vous allez me dire que je suis extrêmement optimiste, mais il faut que je le sois de toute façon avec un tel projet. Moi, je crois vraiment au cercle vertueux, c'est-à-dire que les gens doivent davantage se parler. Il ne faut pas cacher ses enquêtes, il ne faut pas jalouser les enquêtes de l'autre, vouloir absolument faire tel réseau avant tel service parce que on veut être les premiers. Voilà, donc c'est aussi je dirais une meilleure articulation du réseau. C'est-à-dire que si on arrive à constituer cette communauté, comme il existe aujourd'hui une communauté du renseignement, une communauté des acteurs chargés de la lutte contre les stupes, je pense qu'on travaillera mieux. Et dans 3 ans, une fois qu'on aura fait ça et qu'on sera arrivé, je dirais, au premier résultat qu'on souhaite, je vous dirais, bon, bah là, maintenant, il me manque tel outil. Il me manque encore un peu de recul. C'est-à-dire que tout n'étant pas mis en place, c'est compliqué de vous dire il me manque tel ou tel outil. Là, moi, j'ai besoin de RH et j'ai besoin de structuration. Alors, une petite question là justement, parce que Claire, que je connais, est très prolifique en termes de questions. Pour être plus efficace, les enquêteurs spécialisés réclament des procédures secrètes pour pouvoir utiliser davantage les informateurs sans les mettre en danger, notamment dans les procédures d'infiltration. Alors, on sait que c'est une question, la gestion des informateurs et l'infiltration, c'est complexe. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a 2 choses différentes. Il y a le côté verser au contradictoire certains éléments des procédures judiciaires. On l'a vu avec la loi géolocalisation. Je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais il existe un dispositif où on peut sortir du contradictoire certains éléments des procédures. C'est un dispositif qui est finalement peu utilisé parce qu'il est relativement contraignant. Et puis, en termes de preuves, derrière, ce sont des éléments qui ne peuvent pas être utilisés comme preuve ensuite pour incriminer les personnes. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'en France, il n'y a aucune loi qui prévoit le recours aux sources. Aucune. Le Code de procédure pénale n'en parle pas. On a une charte qui existe pour savoir comment doivent être traités les informateurs, quels doivent être les liens avec les informateurs, mais il n'existe rien dans le Code de procédure pénale. Alors, vous parliez également de l'infiltration. C'est pas complètement déconnecté, mais en France aujourd'hui, l'infiltration se fait par des policiers, des gendarmes ou des douaniers. Ce ne sont pas des infiltrés civils comme il peut en exister dans d'autres pays. À l'époque où j'étais au cabinet du directeur général, on avait poussé, il y a un groupe de travail qui avait été mis en place par la chancellerie, notamment sur le traitement des informateurs et les livraisons surveillées. On a eu une disposition sur les livraisons surveillées dans la loi de programmation pour la justice. En revanche, le sujet des informateurs n'a pas avancé. Donc, ça reste un sujet qui est interne au ministère de l'Intérieur pour l'instant. Et je trouve ça dommage parce que on sait qu'on lutte pas contre les trafics de stupéfiants sans avoir des informateurs. Aujourd'hui, la jurisprudence a posé certaines limites, et je pense qu'il serait intéressant qu'on puisse les cranter dans un texte. Alors après, je ne sais pas quel doit être le niveau du texte, si c'est une loi, si c'est plutôt un décret. Tout ça doit être discuté, mais on a un vrai intérêt à pouvoir cranter les choses dans la loi. Et ensuite, l'aspect dossier secret, comme vous dites, c'est un point qui doit être travaillé également, puisque tout ce qui concerne ces aspects-là ne doivent pas être versés en procédure pour des raisons évidentes de sécurité des sources. Thierry, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, par rapport aussi à ce que vous avez pu constater à l'étranger. Non, la question des sources est un éternel problème, effectivement. On l'a vu avec la loi Perben en 2004, etc. Les décrets qui doivent être signés, qui ne le sont pas. Enfin, il y a toute une tergiversation autour de ça qui
qui est assez flou. On sait aujourd'hui effectivement il y a un bureau des sources où effectivement les services de police ont quand même fait l'effort de pouvoir anonymiser les sources, etc., ce qui n'était pas le cas avant, ce qui est quand même une protection à la fois pour les policiers qui utilisent des informateurs et pour les sources elles-mêmes. Et puis après, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, tout un système qui avait été mis en place par des policiers qui, associés avec des informateurs, et j'ai eu la chance d'en rencontrer un qui a beaucoup œuvré à la matière et qui m'a expliqué les tenants et les aboutissants, en fait, a permis effectivement comment dire, de faire beaucoup de politiques de communication autour de saisies extraordinaires, mais en réalité, c'était souvent des réseaux qui étaient artificiels, puisque cette personne avait pour objectif de mettre à la fois en relation un client avec un fournisseur. Et donc, ça palliait à un manque effectivement de l'organisation criminelle qui, par exemple, n'avait plus accès à un fournisseur de cocaïne puisque la filière, en tout cas, avait été démantelée. Donc, il lui fallait une autre filière et lui arrivait en secours comme ça pour pallier à ce manque. Et évidemment, au bout d'un transport, deux transports, trois transports, et bien après, tout le monde était tapé. Bon, c'était intéressant. Mais encore une fois, si effectivement il y a un vœu derrière important de savoir comment fonctionne un réseau, dans sa pérennité, dans sa structuration, dans la façon dont il va utiliser les différents réseaux de blanchiment, même s'ils sont rudimentaires, et Dieu sait qu'ils peuvent être aussi très sophistiqués. Hein, on a tendance à oublier que le trafic de stupéfiants n'est pas qu'un silo en lui-même, comme on dit aujourd'hui. Hein. C'est quand même, pour certaines organisations, c'est un silo parmi d'autres qui alimente une circulation d'argent très importante. Et il faut aussi s'atteler véritablement aux problèmes financiers. Et pour rebondir sur le CRGDF, je crois que s'il y a deux règles à retenir, c'est que sans blanchiment, il n'y a pas de trafic, et sans corruption, il n'y a pas de crime organisé. Et ce sont deux règles élémentaires sur lesquelles il faut absolument travailler pour comprendre comment ça se passe. Alors justement, dernière petite question, parce qu'on arrive quand même vers la fin. Justement, sur l'aspect financier, Stéphanie Charbonnier, bon, vous l'avez très bien dit, et ça a été dit par Thierry Colombier, aujourd'hui, il y a la nécessité d'avoir vraiment besoin d'experts, de compétences dans le domaine financier, parce que les circuits de blanchiment sont de plus en plus complexes. On sait aussi que la lutte contre la délinquance économique et financière n'a pas été nécessairement, je dirais, celle qui a privilégié jusqu'à maintenant aussi les services de l'État. Et on a pu voir aussi, d'ailleurs, certains responsables policiers ou enquêteurs monter au front justement pour avoir plus d'effectifs. Là aussi, est-ce que vous pensez véritablement que au regard justement d'un moment donné de la complexité de ces circuits et de la nécessité d'avoir des compétences très, très spécialisées, voilà, on est suffisamment, même si j'ai un peu la réponse, mais on est suffisamment armé voilà, pour justement mêler, comme vous l'avez dit et très bien dit, voilà, entremêler la lutte contre le trafic et justement la lutte contre le blanchiment. Alors, on démantèlera pas les structures très organisées de blanchiment au sein de l'OFAST, parce qu'on recrute des profils d'enquêteurs financiers au sein de l'OFAST, mais davantage pour faire le premier niveau d'investigation, c'est-à-dire que tout dossier de trafic de stupéfiants doit donner lieu à des investigations à minima patrimoniales. Vous ne pouvez pas travailler correctement sur un réseau si vous ne faites pas le minimum au plan patrimonial. Après, dès lors que l'objectif, c'est d'offrir à nos enquêteurs une boîte à outils en interne, hein, avec des profils d'enquêteurs spécialisés qui, eux, sauront les aiguiller, c'est-à-dire relever dans un dossier des axes à exploiter et qui nécessiteront des co-saisines avec les services spécialisés sur la lutte contre le blanchiment. Et l'OCRGDF fait ça très bien et quotidiennement. Donc, il faut simplement
qu'on permette à ces enquêteurs de davantage se parler. L'affaire Virus, tout à l'heure, M. Colombier en a parlé, ça a été une affaire de l'OCRGDF, même si au départ, on était sur du trafic de stupéfiants, mais c'était davantage une affaire de blanchiment de trafic de stupéfiants et d'autres infractions d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup d'autres infractions à côté. Donc, il faut qu'on décloisonne ça parce que les services doivent travailler ensemble. Derrière, on a des enquêteurs, c'est les mêmes profils, sauf qu'il y en a un qui est plus spécialiste des trafics de stupéfiants et l'autre qui va davantage connaître les circuits financiers. Mais en réalité, quand vous regardez sur les systèmes de compensation, vous avez des remises d'argent sur le terrain, ce n'est pas autre chose que des remises de produits stupéfiants en réalité, quand vous regardez bien. C'est la même technique d'enquête. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. C'est un exercice qui n'était pas évident, autant je pense pour vous que pour moi. C'est vrai que le distanciel, on va peut-être s'y faire dans les années à venir, mais bon, faut maîtriser un peu les choses. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour vos interventions. On vous donne rendez-vous peut-être dans 3 ans pour faire un bilan ou avant, pour faire un peu un bilan de l'action. Et j'espère, parce que je partage un peu aussi l'avis de Thierry, et je ne vais pas dire le contraire sur, bien entendu, la nécessité à un moment donné que la recherche, que l'université travaille en plus étroite collaboration encore avec les services. Donc, je partage bien entendu cet avis et j'espère qu'on arrivera à développer des pôles de recherche importants. Alors, bon, c'est vrai que ce n'est pas avec la disparition de l'INESJ que le signal est donné, mais enfin, faut pas désespérer quand même. Donc, en tout cas, merci vraiment à tous les deux. Je vais donner le mot de la fin à la directrice donc, de l'Institut, Marie Maldonado. Donc, merci aussi à tous les spectateurs, aux nombreuses questions. Je n'ai pas pu toutes les retraduire, mais bon, voilà, j'espère avoir fait le maximum. Je m'entraîne bientôt pour être animateur sur BFM, donc j'attends impatiemment le retour et la note finale. Et Valérie, je te laisse la parole. Très bien. Merci Christophe. Non, moi je voudrais vous dire vraiment à nos deux invités, que ce soit Thierry Colombier ou Stéphanie Charbonnier, la manière dont vous avez passionné en fait notre auditoire. Vous êtes face finalement à des images un peu aveugles, ce qui est un petit peu curieux hein, de discuter comme ça face à quelque chose qui ne correspond pas à des visages. Mais sachez que pour autant, alors moi non plus, je ne suis pas spécialisée en émission radio, mais on a suivi l'audimat pour autant et vous avez frôlé les records de fréquentation puisqu'on est à plus de 90 personnes en ligne en même temps et qui marque du coup l'intérêt pour ce sujet qui, encore une fois, est absolument majeur. De manière à ne pas prendre trop de temps, si vous voulez, sur une conclusion, mais qui pour autant le mérite particulièrement. Je vous remercie véritablement du temps que vous nous avez consacré parce qu'on sait comment vos calendriers peuvent être surchargés sur ces sujets-là. On mesure finalement en fait la complexité, la variété des phénomènes qui sont liés en fait au trafic de stupéfiants, ces évolutions permanentes et le défi qui est posé, on comprend en quoi et pourquoi en fait il s'étale sur ce que tu as dit Stéphanie, sur un plan triennal. On en mesure l'ambition, on en mesure aussi la difficulté, l'ensemble des composantes, des esprits d'ouverture, de partage et puis de l'accompagnement au changement. Et je voudrais terminer moi justement sur la fin de l'accompagnement au changement puisque nous sommes en plein, nous aussi à l'INESJ, dans cet accompagnement au changement. Puisque Christophe Soulez me tendait quelque part la perche, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, certes d'une fermeture d'un établissement public administratif, mais surtout, et c'est pour ça que moi je veux en parler, d'une transmission des missions au ministère de l'Intérieur qui ne manquera pas de toute manière de développer l'ensemble des arguments. Voilà, il y aura d'autres nouvelles qui vont arriver. Je vous remercie encore infiniment, encore une fois, de la qualité de vos interventions et du temps que vous nous avez consacré. Et je vous souhaite bon vent pour cette aventure qui ne m'a pas manqué de difficultés. Merci à vous encore. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt.